Bonsoir, je salue les participants à ce cercle des managers de l'immobilier d'avril, même s'il n'est pas impossible qu'il y en ait un deuxième en avril, on pourra l'évoquer à la toute fin de cette réunion. Vous êtes un peu plus de 350 à souhaiter avoir des éclaircissements sur une situation très soudaine et ses conséquences. Véhicules électriques, mode de chauffage, l'explosion du prix du pétrole, voilà cet événement soudain et très impactant, va-t-elle catalyser l'électrification des copropriétés? C'est le thème de notre journée. Le cercle vit d'une manière générale dans l'actualité. L'actualité, elle est de plus en plus contraignante et étonnante. Et je voudrais remercier nos invités, comme je l'ai fait la dernière fois, parce que on organise plus tardivement que d'habitude nos cercles et on choisit le thème dicté par l'actualité, souvent très tard. Et malgré ça, ils répondent présents et je voudrais les en remercier. Le sujet qui vont nous aider à comprendre et anticiper à court et moyen terme est très simple. Conflit géopolitique entre les États-Unis et l'Iran, avec des conséquences sur le prix du pétrole, qui bien sûr induit une augmentation du prix à la pompe dans notre pays et dans d'autres, mais aussi d'ailleurs d'autres conséquences dont on ne parlera pas aujourd'hui, c'est une augmentation des taux d'intérêt et une inquiétude des marchés. L'augmentation du prix du pétrole, est-ce qu'elle peut incliner les copropriétés françaises qui ont un certain retard en la matière à mieux s'équiper en bornes de ravitaillement des véhicules électriques? Est-ce que le marché du véhicule électrique peut s'en ressentir très positivement avec une conversion des habitudes de nos compatriotes? Et puis, bien sûr, l'impact aussi sur le mode de chauffage des copropriétés, aujourd'hui très dépendantes du gaz lui-même en situation d'augmenter. On parle aujourd'hui dans une période de température clémente, mais la question du chauffage va très vite se poser à nous. Et on entend d'ailleurs que s'il y avait une accalmie sur le prix des énergies fossiles, elle prendrait un certain temps, plusieurs mois. Et donc, de toute manière, le sujet du jour n'est pas uniquement ponctuel, mais il va parler d'une période qui s'ouvre devant nous. Alors, pour en parler, et je les remercie, ils vont apparaître à l'écran. Baptiste Fajot, c'est par ordre alphabétique. Baptiste Fajot est directeur technique de Cénova. Merci d'être avec nous, Baptiste. Bonjour à tous et merci Henri de m'avoir convié. Merci beaucoup. Bien sûr, et même si Cénova est une maison désormais très connue, Baptiste nous rappellera son métier. Anthony Furet à sa suite, il est le directeur adjoint de la copropriété du groupe Citia. Donc il travaille auprès de Jean-Robert Bignon. Je ne peux pas ne pas. J'ai le plaisir d'animer ce cercle du campus de l'IMSI à Lyon. Alors je rappelle que Jean-Robert Bignon fait partie des diplômés de l'IMSI, je le dis avec beaucoup de fierté. Mais Anthony, auprès de lui, est un homme très efficace et compétent, il est avec nous. Bonsoir Anthony. Bonjour Henri, merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup. Olivier Amar, alors le sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, celui du déploiement des bornes électriques, évidemment nous dictait d'avoir une figure de cette industrie-là, hein, de ce service, les sociétés qui équipent les copropriétés. Et Olivier Amar, non seulement est à la tête de The Plug, société pionnière en la matière. Allô? On vous a perdu quelques instants, Henri. Vous Euh, êtes revenu. oui, ça y est, voilà. Est-ce que je suis de nouveau avec vous? Oui, a priori, moi je t'entends, oui. C'est bon? Oui. Bon, désolé, chez moi tout va bien. Olivier Amar, donc, est le patron de The Plug, mais il est aussi le président de l'Association française des opérateurs de recharge, l'AFOR. Il est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Henri, bonjour à tous. Merci pour votre invitation.
Merci. Et enfin, par ordre alphabétique, le délégué général de l'AVER. Alors, l'AVER est une association bien connue dans l'univers de l'immobilier. C'est l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Et c'est Clément Molison, son patron, qui est avec nous. Merci Clément. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Bonjour à tous et à toutes. Merci. Et le mot d'accueil à sa manière de Benjamin Darboni, notre président. Et ensuite, on entre dans le vif du sujet. Merci Henri, bonsoir à tous. Oui, les prises électriques dans les copropriétés, les bornes, sont un réel sujet. On a, nous professionnels, conscience des réticences qu'on peut vivre tous les jours au travers de nos copropriétés, de par les investissements, les décisions collectives qui ne sont pas toujours faciles à prendre. On rencontre, nous, alors de moins en moins, mais encore des difficultés pour décider les copropriétaires. Et comme tu l'as dit, Henri, l'enjeu international aujourd'hui, la situation internationale met en jeu assez brutalement la situation et surtout le coût de l'énergie. Et donc, je pense que ça va être, à mon avis, un tournant pour réussir à faire prendre conscience aux copropriétaires qu'il est maintenant impératif de pouvoir prendre des décisions et effectivement se tourner vers l'électrique plutôt que les énergies fossiles. C'est très clairement aujourd'hui, les clients ont du mal à se positionner parce qu'un jour on leur dit un jour, on leur dit le gaz, ben voilà, il faut plus consommer de gaz. Le lendemain, on leur dit ben, il faut se tourner vers l'électrique. Et maintenant, je parle là pour le chauffage. Maintenant, c'est les pompes à chaleur à fond. Très sincèrement, les copropriétaires ne savent plus forcément quel est le choix technique le mieux. Et c'est pour ça que je pense qu'on a un rôle essentiel, nous professionnels de l'immobilier, pour les guider et pour les accompagner. Et donc, le débat de ce soir va servir à cela. Et donc, j'ai hâte d'écouter nos interlocuteurs afin de pouvoir voilà, et guider les copropriétaires, mais aussi les professionnels qui auraient encore des doutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Anthony Furet, alors on va commencer par un constat. Bon, on a donc deux grands sujets, hein, les mobilités douces et les équipements des copropriétés, et puis le mode de chauffage. On parlera de ces sujets en deux temps. Anthony, tu représentes l'un des principaux syndics de copropriété de notre pays, le groupe Citia. Tu en es l'un des dirigeants du métier copropriété. Quelle est la situation aujourd'hui des copropriétés quant à leur équipement en borne de recharge? Alors, le patrimoine géré par Citia est très représentatif, hein, bien sûr. Tu pourras peut-être faire des distinctions territoriales ou par importance d'immeubles, mais en tout cas, le portefeuille, comme on dit dans notre profession du groupe, est une photographie très large. Est-ce qu'aujourd'hui, ces copropriétés, leur tendance, c'est de s'informer ou est-ce qu'il faut que le syndic prenne les devants? Voilà, est-ce qu'il est lui-même incité à donner des informations, à aller chercher des opérateurs, des propositions commerciales, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que ces offres d'opérateurs sont adaptées? Il n'y a pas de tabou dans ce débat. Alors c'est pas parce que c'est justement pas parce qu'on a le patron de leur syndicat qu'on va se priver. Hein, la parole doit être très libre parce que c'est des offres qui sont lisibles, aisément comparables par le syndic et les copropriétés. Et en fait, quels sont les freins aujourd'hui au déploiement des bornes électriques dans les copropriétés ou quels sont au contraire les catalyseurs? Anthony. Je pense que nous, notre taux d'équipement ressemble un petit peu au taux d'équipement national, hein. Je crois qu'on est à peu près à seulement 15% des immeubles collectifs qui sont équipés aujourd'hui, ce qui est effectivement assez peu, hein. On est au début de cet équipement. Ça fait quand même 85% de copropriétés qui bénéficient d'un parking qui doivent encore être équipés. On est qu'au début, ça progresse. On en a sous le pied, comme on dit. On en a sous le pied, effectivement.
Ça progresse tout doucement. Est-ce que ça se bouscule au portillon compte tenu des événements? Eh bien, curieusement, pas tant que ça. Pas tant que ça. Il y a quand même quelques demandes parce qu'on voit que l'électrique progresse, et notamment dans le neuf, hein. J'écoutais il y a récemment un reportage sur le sujet et on se rendait compte, je crois que c'est deux véhicules sur trois dans le neuf qui sont achetés et qui concernent de l'électrique. Donc, c'est un sujet sur lequel il faut se pencher. Ça se bouscule pas au portillon, comme je vous le disais. On en a sous le pied. Certaines copropriétés nous consultent, mais c'est plutôt ponctuel avec des gens qui vont envisager un achat dans l'électrique. Je pense qu'effectivement, le syndic, on a un rôle essentiel à jouer et qu'on ne doit pas attendre d'être consulté pour proposer le sujet en Assemblée générale. Alors là, on arrive sur les Donc périodes. aujourd'hui, quand tu parles de ponctuel, ça veut dire que dans une copropriété, il peut y avoir un copropriétaire ou deux ou cinq Ouais. qui ont fait le choix de personnel d'un véhicule électrique et donc ils vont provoquer une réflexion, ils vont tirer la manche du syndic ou du président du conseil syndical. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Ah, c'est comme ça que ça se passe, comme ça que ça se passe, pardon. Et puis ça va être souvent aussi, ou parfois des copropriétaires qui vont solliciter leur droit à la prise. Et justement, je pense qu'il faut anticiper l'exercice de ce droit à la prise, sinon c'est l'anarchie dans les copropriétés. L'idée, c'est d'avoir une installation globale et pérenne et intelligente pour toutes les copropriétés, que ce ne soit pas l'anarchie dans les parkings et qu'on ait surtout une solution globale à proposer. Donc c'est souvent comme ça que ça se passe effectivement. Et là encore, je pense qu'il faut anticiper, hein, anticiper cela pour pas l'installation qui se Est-ce balade. que, Anthony, deux, trois questions. Les locataires, on sait que dans nos villes, nos copropriétés, enfin tout le monde ne le sait peut-être pas, mais on va le rappeler, majoritairement sont constitués d'appartements qui sont non pas occupés par les copropriétaires qui les détiennent, mais par des locataires. Est-ce que les locataires eux-mêmes, alors ils ne sont pas l'interlocuteur du syndic, mais Citia est aussi gestionnaire locatif, d'ailleurs. Et est-ce que le locataire, quand il constitue 60% des occupants d'un immeuble dans nos villes, provoque également cette réflexion? Oui, bien sûr, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est également un des arguments, hein, et ce sur quoi repose notre obligation de conseil aujourd'hui, c'est que c'est une valorisation du Oui, bien. oui, Le fait des bornes, c'est une valorisation du bien, non seulement à la vente, mais également quand on veut pour un propriétaire oui, bailleur, hein, bien de son sûr. bien. Aujourd'hui, un plus qui n'est pas négligeable. Donc, c'est également sur cet aspect-là que nous, syndic, on se doit de proposer, d'être proactif sur la proposition de. Et enfin, on reviendra vers toi, mais déjà, ça tend une toile de fond. Est-ce qu'on peut distinguer, alors je disais tout à l'heure, entre les territoires, bon, je dirais entre les métropoles peut-être et des villes de Oui, moindre voilà. importance? C'est ça? Il y a la demande est plus forte dans les métropoles, on va dire? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. D'accord, d'accord. Et est-ce que les grandes copropriétés ou les très grandes copropriétés sont en avance en termes de demande d'équipement par rapport à des immeubles de moindre importance? J'ai pas de chiffre précis, mais je dirais que logiquement oui, parce qu'on multiplie les chances d'avoir des demandeurs. C'est ça. Euh, donc du coup, oui, elles sont un peu plus en avance pour moi, ces grosses copropriétés. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Clément Molison. Alors, Clément, je suis tenté de faire un exercice de base. Est-ce que les chiffres, je disais tout à l'heure que le portefeuille de CISA était représentatif, je crois qu'il n'y a pas de doute, mais est-ce que les chiffres qui ont été annoncés par Anthony, évidemment, l'AVER a une vision panoramique, hein, de la situation. Est-ce qu'ils sont les bons? Est-ce que le taux d'équipement, on en parlait d'un immeuble sur 6 aujourd'hui, est le bon? Est-ce que c'est moins que ça, plus que ça? Quelle est la tendance? Parlons surtout de tendance. Et Anthony a répondu, bon, il y a des mouvements, il y a des signaux faibles, mais il ne nous dit pas qu'il y a un raz-de-marée non plus. Est-ce qu'il faut se préparer à un raz-de-marée? Est-ce qu'il faut le catalyser? D'où vient la demande? Qu'est-ce qui se passe dans les immeubles collectifs? Et un petit mot sur l'AVER aussi, peut-être, Clément, pour présenter cette grande association. Ben, je vais commencer par ça. L'AVER, c'est l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. On fait tous les acteurs de cet écosystème-là, donc à la fois les constructeurs, les équipementiers, les acteurs de l'énergie, de la recharge, des services, des collectivités. Enfin voilà, c'est 250 adhérents aujourd'hui qui sont sur tout ce périmètre. Et parmi nos actions, il y a notamment nos baromètres qu'on publie tous les mois ou tous les trimestres. Pour le résidentiel collectif, on fait un baromètre en partenariat d'un côté avec l'AFOR
et des acteurs qui en sont membres, et avec Enedis pour avoir une vision aussi complète que possible. Là, on n'a pas encore malheureusement les chiffres du premier trimestre 2026, donc D'accord. il y a un petit décalage, on est encore à fin 2025 dans les chiffres que je vais vous partager, mais on approche des 40 000 copropriétés qui ont déjà validé une solution, donc qui ont déjà en assemblée générale voté pour une solution, ce qui fait que c'est à peu près 16% des bâtiments collectifs, donc on retrouve à peu près ces chiffres. Et Très après, bien, il ça faut tombe regarder. bien. Ça aurait été Voilà, gênant autrement. Mais bon, c'est exactement. corroboré. Très bien. Et en équipement, en infrastructure collective, parce que je rejoins ce qui vient d'être dit, il faut absolument dans les copropriétés, en particulier les plus grandes, à partir de 10-20 places de stationnement, réfléchir en collectif. On a à peu près 15 000 infrastructures collectives qui ont déjà été déployées. Et je pense qu'Olivier pourra en parler mieux que moi, mais c'est en particulier euh, sur ces immeubles qui ont déjà été équipés que les demandes commencent augmente en ce moment. C'est là où le travail a, d'une certaine façon, déjà été opéré et que les demandes se font en même temps que les copropriétaires se fournissent et commandent un véhicule électrique. Alors, Clément, plusieurs questions. Si on parle en tendance, là, ce sont des chiffres donc à fin 2025. On attend les plus frais, ils ne sont pas encore consolidés. Ça traduit quelle tendance si on regarde, allez, je dirais les 5 dernières années ou les 3 dernières années, peu importe. Et est-ce que les objectifs, j'imagine qu'il y a eu des objectifs qui ont été assignés peut-être par l'État, peut-être par les constructeurs, les opérateurs, est-ce qu'on les tient ou est-ce que je parlais de retard tout à l'heure, je crois dire vrai, mais est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'on est bien en fait? C'est toujours compliqué d'évaluer un retard parce que quand on regarde aujourd'hui qui sont les acheteurs de véhicules électriques, c'est principalement des personnes qui ont une place de stationnement et parmi elles, des personnes qui ont une maison individuelle. Donc, en fait, on cible et ceux qui passent à la mobilité électrique en premier, c'est ceux qui cochent toutes les cases. En revanche, on voit là que depuis 3-4 ans se développer aussi la mobilité électrique dans le résidentiel collectif où les personnes ont des maisons, enfin non pas des maisons, mais ont une voiture et souhaitent l'électrifier. Et c'est là que se font les demandes. On a globalement une croissance avec des mouvements parfois un peu contraires. À la fois, je vais l'apprendre à personne ce soir, mais on a un vrai enjeu du rythme de la copropriété. Et donc, bah, si ça se fait pas une année, bah, souvent c'est pour l'année d'après. Et on a eu ces Absolument. dernières années beaucoup d'évolutions réglementaires. On a eu l'arrivée du préfinancement du gestionnaire de réseau de distribution avec des textes réglementaires qui ont mis du temps à arriver. Ces évolutions-là, forcément, on sait que dans certaines copros, bah, c'est des décisions qui prennent du retard parce qu'on se dit, bon, bah, on va peut-être attendre l'an prochain d'avoir toutes les informations nécessaires. Et ça crée ces effets d'attente. Là, plus récemment, on a eu la fin du crédit d'impôt sur les bandes de recharge, qui était valable jusqu'au 31 décembre 2025. Même chose, début d'année, alors plutôt cette fois-ci sur les bornes individuelles, mais c'est quand même un signe. Ça a eu son impact. Donc voilà, on a à la fois cette croissance et malgré tout, on n'est pas au plein potentiel certainement qu'on pourrait développer dans les copropriétés. D'accord. Et enfin, causes et conséquences. On entend, là aussi je pense que tu pourras nous donner des chiffres, on entend les constructeurs de véhicules qui ont tous fait l'effort, je dirais, hein, d'avoir une partie au moins de leur production électrique, se plaindre d'un niveau de commercialisation qui est bas. Est-ce que c'est parce que les équipements domestiques pour ravitailler les véhicules, on parle de copropriété, sont encore trop peu nombreux, qu'on va renoncer à un véhicule électrique? Quel est le cheminement? Ou est-ce que justement on veut acheter un véhicule électrique, ce que disait tout à l'heure Anthony, et donc on va inciter à l'équipement, voilà, en disant moi je suis intéressé mais je suis pas le seul, est-ce qu'il n'est pas temps de valoriser l'immeuble, il le disait tout à l'heure, ou est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas envie de véhicules électriques pour diverses raisons, autonomie par exemple, que finalement, bah, ils vont pas inciter à l'équipement de leur immeuble. Quelle est la logique? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Français? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, je pense qu'il y a plusieurs. On peut regarder la question par plusieurs angles. D'une part, bon, déjà sur le fait qu'on ne vende pas assez de voitures électriques ou autres,
Bon, c'est partiellement vrai. En 2025, c'est plus 500 000 transactions, dont les 2 tiers ont été faites en véhicules neufs et le reste en véhicules d'occasion. Donc, ça commence à être significatif. Si je prends les véhicules électriques et hybrides rechargeables, c'est plus de 2,5 millions de véhicules qui sont en circulation. Même chose, en stock, on commence à avoir des valeurs, Sur un parc de combien? Un parc de combien? un parc entre 39 et 41 C'est millions. ça. Voilà, on ne sait jamais trop combien il y a de voitures en circulation en France, mais c'est cet ordre de grandeur. Donc ça commence à représenter un certain volume. Ce qui est certain, c'est que les personnes qui ont une voiture électrique, soit elles achètent leur véhicule, elles sont en copropriété, elles vont déclencher une demande parce que c'est là où c'est le plus simple de se recharger, c'est chez soi. Soit quand elles ont déjà leur voiture électrique, ça devient un élément euh, important pour elles si elles souhaitent déménager, si elles souhaitent devenir propriétaires, devenir copropriétaires. Globalement, si vous avez déjà lancé des démarches dans une copropriété, vous n'avez pas beaucoup, enfin, vous êtes assez peu motivé pour refaire la même chose une deuxième fois. Et donc, ça limite aussi le parc de copropriétés dans lesquels les investissements vont se faire ou la location va se faire. Donc, ça peut être un frein. Et enfin, oui, il y a on sait qu'il y a des acheteurs qui renoncent à leur achat quand ils se rendent compte que leur copropriété ne les suit pas. Alors, ça peut venir par plein d'endroits, ça peut être un syndic qui n'est pas suffisamment formé et informé. C'est pour ça qu'on fait des formations, nous, avec Advenir Formation, Je roule en électrique. Sur notre site, toutes les informations sont disponibles. Parfois, ça peut venir de copropriétaires qui, pour diverses raisons, veulent bloquer. Mais aujourd'hui, on a plein de solutions qui existent, on a plein de solutions techniques, on a surtout des solutions de financement, de préfinancement qui permettent que le reste à charge soit nul pour la copropriété. Donc, c'est que les utilisateurs qui payent. C'est quand même un énorme frein qui a été levé ces dernières années pour faire en sorte que ça ne soit pas à chacun de prendre un petit bout ou autre. Si c'est que les utilisateurs, il y a de moins en moins de raisons de s'y opposer. Et enfin, sur le droit à la prise, je rejoins ce qui a été dit. Nous, c'est pas ce vers quoi on pousse. Par contre, parfois, c'est la seule solution, c'est la dernière solution qu'un copropriétaire, qu'un locataire trouve pour quand même pouvoir avoir sa prise si la copropriété, aux différents échelons, ça peut, encore une fois, ça peut venir de plein d'acteurs différents, ne suit pas, ne va pas assez vite. Voilà, si vous voulez changer votre voiture aujourd'hui, vous n'avez pas envie d'attendre 1 an et demi parce que vous avez laissé passer l'AG, que ce sera après qu'il y aura les travaux, etc. Donc parfois, le Tout à droit à fait. la prise, ça permet de forcer un petit peu les choses. Parfait, c'est très clair. Je reviens vers toi. Mais je pense qu'Olivier va compléter. Alors, Olivier, donc opérateur, hein, toi-même, The Plug. Je parlais d'entreprise pionnière, je crois ne pas me tromper, mais si je me trompe, tu corriges. Et puis, à la tête du syndicat, donc avec une vision très, très complète. Euh, Ton regard aujourd'hui sur le déploiement, sur les solutions qui sont proposées, on a entendu Clément nous dire qu'il y avait des freins qui avaient été levés. Le droit à la prise, tu vas peut-être nous rappeler ce que c'est. Je ne l'ai pas demandé à Clément, mais tu vas nous rappeler ce que c'est. On a compris que ce n'était pas l'idéal. L'idéal, c'est l'équipement général, on va dire, de l'immeuble. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la relation que ta société et tes confrères ont aux copropriétés? Et alors, une question, elle n'est pas perverse, c'est pour avancer, hein. Anthony représente ta profession aujourd'hui. Est-ce que les syndics sont dans le coup? Est-ce qu'ils sont bien informés? On voit que l'AVER fait des efforts de formation. Est-ce que ces efforts, tu en sens les fruits avec les interlocuteurs qui sont face à tes équipes, gestionnaires, j'imagine, de copropriété ou patrons de cabinet? Il y a beaucoup de Oui, questions, Henri, oui, mais je vais essayer d'y répondre. Déjà sur les chiffres, moi aussi je suis aligné avec ce que disaient Anthony et Clément. C'est à peu près effectivement 15% des copropriétés qui ont choisi une solution aujourd'hui. Chez Citia, alors là je parle pour ma société, on a un peu plus de 1200 copropriétés Citia qui ont choisi. Donc si mes calculs sont bons, c'est effectivement les 15% dont parlait Anthony. Heu, Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que, la tendance, moi je regarde les chiffres d'un point de vue AFOR, donc l'AFOR, c'est l'ensemble des opérateurs de recharge. Les opérateurs, c'est, les sociétés qui proposent, une offre clé en main à la fois d'installation d'infrastructures et puis du service de recharge, incluant, la vente de la borne et puis, la fourniture du service de recharge, incluant l'électricité et puis une assistance technique, une maintenance. d'accord. Ces sociétés, au banc de la Fort, sans mauvais jeu de mots, ce qu'on voit nous,
parce qu'on consolide aussi des chiffres qu'on transmet à l'AVER et aux équipes de Clément, c'est que en 2025, il y a 15% de copropriétés en plus en stock qui ont choisi une solution. Donc la force, c'est à peu près 35 000 copropriétés sur les 40 000 dont parlait Clément. En revanche, en 2025, le nombre de copropriétés qui ont choisi, c'est un nombre qui est plus faible que ce qu'on avait vécu en 2023 et 2024. Donc, on a une croissance, mais c'est une croissance qui a légèrement ralenti en 2025. Donc, mon point, c'est que effectivement, il n'y a pas le raz-de-marée dont parlait Anthony, mais notre grand message cette année, c'est que les aides du programme Advenir dont s'occupe Clément, elles s'éteignent l'année prochaine. Donc, les offres sans reste à charge, c'est vraiment la dernière année en 2026 pour pouvoir, en tout cas, convaincre les gestionnaires et les conseillers syndicaux que ces offres-là, comme disait Clément, qui sont sans reste à charge, et seul le conducteur de véhicules électriques au sein de la copropriété paiera, c'est des offres qui, on ne sait pas ce que ça deviendra quand le programme Advenir s'éteindra, mais en tout cas, c'est vraiment une fenêtre cette année qui est importante et je trouve que c'est un message que les gestionnaires entendent bien. Alors, ils l'entendent bien, et tu dirais que aujourd'hui, la sensibilité des gestionnaires, bon, on sait qu'ils ont un rôle majeur, hein, alors ils peuvent pousser la demande ou au contraire y être réactifs, ça dépend des circonstances, mais ils ont un rôle déterminant. Toi, tu dirais que peut mieux faire la communauté des syndics, ou c'est déjà pas mal et il y a une sensibilité? Alors, je sais que le métier de gestionnaire, il est difficile, il est compliqué. Nous, on est tous les Certes. jours sur le terrain avec les gestionnaires. Je pense que c'est vraiment des gens qui ont à cœur de résoudre les problèmes de leurs copropriétaires. Donc, Bien sûr. mon analyse, encore une fois, vous savez tous que c'est hyper granulaire et ça dépend de chaque copropriété. Si je dois en tirer une règle générale, je pense que les gestionnaires, ils connaissent les solutions et ils sont capables d'activer les opérateurs, notamment quand il y a une demande et qu'il y a vraiment un copropriétaire qui est intéressé. Et puis après, ça dépend du gestionnaire. Comme disait Anthony, il y a des gestionnaires qui veulent être un peu moteurs et puis anticiper l'avenir. Là, ils font l'effort d'inscrire à l'ordre du jour. Ils savent que le programme à venir s'étend en 2027, donc ils se disent c'est maintenant que mon devoir de conseil doit s'exercer pour proposer une offre sans frais tant que c'est encore le moment. Et puis il y en a d'autres qui ont aussi tous les autres dossiers sur la table, je vous l'apprends pas, et qui donc Ouais. ont besoin d'être. On a besoin nous-mêmes, opérateurs, de faire beaucoup de pédagogie pour leur dire que c'est le moment. Euh, et, et en plus, avec la crise Iran-États-Unis, effectivement, Oui. c'est des messages qui résonnent pour pouvoir encore plus anticiper. Alors, le plus gros booster, est-ce que c'est pas le produit final, c'est-à-dire la publicité, pour utiliser ce mot-là, que vont faire les constructeurs pour les véhicules électriques? On voit qu'elles se multiplient, ces publicités, les véhicules eux-mêmes, l'offre s'élargit. Est-ce que ça, c'est pas le premier booster, c'est-à-dire créer l'envie chez les copropriétaires ou chez les locataires de copropriété d'avoir un véhicule électrique et donc d'aller provoquer l'équipement? Alors oui, tout à fait. Comme disait Clément, il y a quand même des chiffres qui sont très bons depuis 6 mois. Sur le premier trimestre, il y a plus de 50% de véhicules électriques vendus. Heu, Moi, mon analyse, et encore une fois, je travaille pas pour un équipementier ou un fabricant d'automobiles, mais la réglementation, notamment pour les entreprises, elle induit un passage de beaucoup de véhicules de fonction à l'électrique. Et Oui, donc, ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'habitants de copropriétés qui sont passés à l'électrique parce que leur employeur les a notamment professionnellement? incités Oui. professionnellement à passer électrique. C'est des pourvoyeurs de demandes de copropriété très forts. Oui, puisque c'est chez eux pendant la nuit, notamment, qu'ils vont ravitailler le véhicule qui leur permettra d'aller au travail ou de faire une tournée, c'est ça? Exactement, et eux-mêmes sont passés à l'électrique puisque leur employeur avait des obligations de verdissement des flottes. Je ne sais pas si vous connaissez le texte, mais globalement, les flottes d'entreprises de plus de 100 véhicules ont des pénalités aujourd'hui, des pénalités substantielles de l'ordre de Oui, oui. plusieurs milliers d'euros par véhicule, s'ils n'atteignent pas un objectif de véhicules électriques dans leur flotte. Et alors, Heu puisqu'on me parle des entreprises, parce que effectivement, les copropriétaires ou locataires, sauf ceux qui ne sont plus en activité, mais vont être
pris dans le cadre d'un exercice. Les grandes entreprises ont ces obligations. Et est-ce qu'il y a aussi quand même une contamination sur les entreprises de moindre importance, voire des artisans? Alors je pense aussi à des incitations. Bon, à Paris par exemple, la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques est un booster, c'est le cas de lui dire, puissant. Est-ce que au-delà des obligations pour les plus grosses entreprises, il y a une acculturation, on va dire? Alors oui, après, j'aime bien ton mot, Henri, de contamination. Je pense que la grande contamination, elle est surtout sur le véhicule d'occasion dont parlait Clément, puisque tous ces D'accord, véhicules de fonction, c'est des véhicules qui vont alimenter le marché du véhicule d'occasion, qui est le marché sur lequel, se fournissent une grande majorité de particuliers, donc de copropriétaires en France. Donc c'est une très bonne nouvelle d'avoir, de plus en plus de véhicules électriques de société, puisque ça irrigue le marché de l'occasion. Le nombre de transactions est en forte hausse. Je crois que c'est plus 45% sur l'année 2025, plus 30% sur le premier trimestre 26. Et surtout, ça va aussi baisser le prix du véhicule électrique pour permettre, on va dire, un véhicule qui est abordable et qui démocratise aussi la transition vers l'électrique. et les copropriétés aujourd'hui, pour d'autres raisons, elles basculent sur le versant du développement durable, la lutte contre le réchauffement climatique, avec des travaux qui sont obligatoires ou en tout cas provoqués, on va dire. Chez les bailleurs, n'en parlons pas. Est-ce que ça fait partie aussi de la culture développement durable des copropriétaires, de dire on passe à l'électrique, c'est un lot commun, quoi. On va améliorer les performances énergétiques de notre immeuble et on va renoncer au thermique, hein. Ou est-ce que c'est scindé? Là, j'ai pas assez de chiffres pour pouvoir étayer le propos. Aujourd'hui, nous, notre analyse du passage à l'électrique, c'est surtout l'analyse de copropriétaires qui poussent leur, conseil syndical, qui poussent leurs C'est gestionnaires, ça, parce c'est qu'ils ça. ont un besoin. C'est Et ce que dit encore une Anthony. fois, Ouais. pour eux, enfin je un chiffre, 80% de la recharge se fait à domicile aujourd'hui. Donc, la recharge à domicile, que ce soit en maison ou en copropriété, bah, c'est l'avenir, en tout cas de la recharge selon nous, et Ah c'est oui, plus intéressant. confort. Sur la voie publique, j'interromps parce que on apprend aussi, hein, de vous tous ce que sont ces habitudes de consommation. Les recharges sur la voie publique, sur les autoroutes ou dans les rues, ne sont pas. Enfin, c'est la portion congrue en fait de ce qui est fait. Oui, enfin, je laisserai peut-être Clément qui a plus de chiffres que moi là-dessus, mais Oui, oui, enfin, je reviendrai vers lui. Oui, oui, oui. c'est une étude Enedis qui montre que, 80% du comportement de recharge se fait à domicile. Donc la recharge de domicile, c'est plus confortable et surtout c'est moins cher. Enfin là, aujourd'hui, quand on compare C'est à ça. 2 € ou plus le litre, ce qu'on dit, c'est que, se recharger à domicile, c'est un équivalent 0,40 €, 40 centimes du litre, puisque vous rechargez la nuit, au moment, des heures creuses, Oui. heu et avec un tarif à domicile qui est, aux alentours de 16, 17, 18 centimes. Donc on est sur, une recharge à domicile qui permet d'être plus confortable, moins cher, et puis après c'est effectivement beaucoup plus vertueux pour l'environnement. J'entendais une publicité d'un constructeur que je citerai pas, d'abord parce que je me rappelle pas, qui disait 4 fois moins cher l'électricité par rapport à l'essence. C'est même plus que ça, en fait, le coefficient, donc, hein, à t'écouter. Nous aujourd'hui, c'est effectivement un coefficient, x5. Après encore une Fois fois, 5, fois 5. ça va dépendre, du type d'essence choisie et cetera, mais entre x4 et Oui, x5, oui. on est complètement aligné. Bien sûr, et par rapport au gazoil qui a vraiment, là, la comparaison est clairement encore plus favorable. Voilà. Dernière chose avant de revenir vers Anthony pour non, mais je reviendrai d'abord vers Clément, puis ensuite on passera au deuxième sujet. Les offres, d'ailleurs, j'avais interrogé tout à l'heure Anthony, mais il n'y coupera pas. Tu les connais bien, les offres de tes confrères et concurrents. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une certaine normalisation? Alors, on parlait notamment de zéro reste à charge pour les copropriétés, ou est-ce qu'il y a encore des solutions très tranchées, très différentes, des architectures de solutions? Et est-ce que la comparabilité par le syndic, c'est quand même lui qui fait ce travail-là, conseil syndical aussi, est encore un peu difficile et peut troubler les choix, voire faire renoncer au choix, parce qu'on dit je comprends pas bien, tout ça est complexe.
Ouais, alors, moi je représente les opérateurs. Les Oui, opérateurs, c'est, entre 90 et 95 des, 40 000 copropriétés dont parlait, Clément. Les opérateurs aujourd'hui, ils ont, un socle d'offres commun qui est effectivement, le fait de proposer une infrastructure collective sans reste à charge pour la copropriété et puis une offre qui, alors elle va varier, d'un point de vue, prix, mais une offre qui va être basée sur, une borne installée, un abonnement pour pouvoir bénéficier du service, d'accord. le coût de l'énergie. Alors ça dépend des structures des structures d'offres, mais si je prends un tout petit peu de hauteur, c'est toujours une offre qui est sans reste à charge pour la copropriété sur l'infrastructure et c'est une offre complète. C'est-à-dire que l'opérateur, il s'occupe de tout, de la demande du copropriétaire qui veut passer en AG, qui veut faire installer, qui veut aussi bénéficier d'une maintenance, d'une assistance technique quand la borne est installée, un peu comme un opérateur téléphonique. Donc c'est vraiment, on s'occupe de tout de A à Z et puis on a un seul interlocuteur qui est l'opérateur. Donc heu, le fait qu'il y ait des pépins, voilà, on a des services clients, 24/7. Tout ça, c'est vraiment notre métier. Hem, il y a d'autres offres qui existent sur le marché. Alors je ne vais pas en parler, puisque c'est pas les offres que je représente, mais qui sont plutôt des offres installateurs. Mais en tout cas, nous, côté opérateur, le fait de s'occuper de tout, d'avoir une offre clé en main et d'être vraiment un opérateur du service de recharge, en tout cas, c'est ce qui nous caractérise. Combien de temps faut-il d'ailleurs à partir de la décision? Alors on a dit que la décision, elle peut prendre du temps en copropriété, hein, et puis il y a des cycles annuels, de décision, mais, une copropriété décide, l'équipement de son immeuble ou de ses immeubles prendra combien de temps aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avancer un délai moyen d'équipement? Alors il y a 2 choses à avoir en tête. D'abord, le fait d'installer l'infrastructure collective. Alors là, ça va être entre 6 à 9 mois, puisque là, on dépend notamment de l'installation d'un compteur Enedis, et donc Enedis étant très sollicité, c'est des délais qui sont très longs. Donc ça, c'est aussi une bataille qu'on mène avec Clément pour pouvoir raccourcir ces délais et permettre aux copropriétés d'avoir, des infrastructures qui sont raccordées au réseau, plus rapidement. Une fois que l'infrastructure est installée, en quelques semaines, 4 à Oui. 6, suivant les opérateurs, là je parle pour The Plug, bah, la borne est installée sur la place de parking. Ouais. Alors important, donc 6 à 9 mois, c'est évidemment l'essentiel, très largement du délai total. Et c'est donc le raccordement de l'immeuble au réseau général, et ça, c'est le travail d'Enedis. Exactement, Enedis va ouvrir un compteur pour l'ensemble de l'immeuble puisque, sans rentrer dans tous les détails techniques, mais une infrastructure de recharge pour véhicules électriques, une IRVE, elle est basée sur le fait que c'est, une infrastructure qui est indépendante, du compteur des communs. C'est ça. Donc l'opérateur ouvre un nouveau compteur Enedis, ce qui lui permettra, de mettre son fournisseur d'électricité, de compter l'électricité, au sein du parking. Donc on installe un compteur, dédié pour, l'infrastructure collective et donc on a besoin de faire appel au gestionnaire de réseau, qui est Enedis ou alors, ses collègues, ou ses confrères sur, certaines zones comme Électricité de Strasbourg ou Oui, Greenalp à Grenoble. c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait, améliorer la situation? Est-ce qu'Enedis manque de moyens, je dirais, humains, notamment? Qu'est-ce qui pourrait faire que ce délai qui peut aller jusqu'à 9 mois, j'ai même vu plus que ça, mais on parle de délai moyen, soit, je sais pas, divisé par 2 ou divisé par 3. Qu'est-ce qui manque pour ça? Alors effectivement, il manque pas mal de choses et je pense qu'il manque des moyens humains, côté Enedis. Il manque aussi, la capacité, de faire percoler au sein des directions régionales d'Enedis qui sont, on va dire, des directions très souveraines sur leur processus, leur recrutement et ben, toutes les bonnes pratiques. Le 6 à 9 mois dont je vous parlais et ben, ce n'est qu'une moyenne. Je sais qu'en Aquitaine et à Bordeaux, les délais sont très, très courts. En Île-de-France Ouest, qui est, une région où il y a effectivement plus de tensions et beaucoup plus de demandes, les délais sont plus élevés. D'accord, d'accord, parfait. Merci beaucoup. Je reviens vers Clément. On reste encore sur ce sujet. On passe au deuxième ensuite, dans 3 minutes. Et c'est Anthony Furet qui fera
le pivot entre les deux, puisque les deux le concernent. Clément, sur ce qui vient d'être dit sur les habitudes, par exemple, de ravitaillement, de consommation de ceux qui ont un véhicule électrique, qu'ils en soient propriétaires d'ailleurs ou qu'ils le louent, hein, parce que c'est peut-être un mot aussi là-dessus, hein, sur les habitudes, sur le lien qu'on va avoir au véhicule, est-ce qu'il n'a pas évolué, est-ce qu'on n'est pas plus sur l'usage que sur la propriété? Quelques compléments à ce que vient de dire Olivier? Oui, ben, je rejoins ce qui a été dit par Olivier. C'est vrai que la voiture électrique, on l'utilise vraiment en matière de recharge, on l'utilise vraiment comme un téléphone portable. Donc, globalement, on va la recharger là où on passe le plus de temps, donc chez soi. Au travail, éventuellement, si, il y a une solution de recharge qui est possible, d'autant plus si l'employeur vous offre la recharge, ce qui est possible. Et puis après, l'itinérance, c'est uniquement quand vous avez besoin de partir et de dépasser l'autonomie de votre véhicule. Éventuellement, c'est des petites recharges d'opportunités quand vous avez certains supermarchés qui vous offrent la première demi-heure, la première heure, et bien vous allez en profiter pour récupérer un petit peu d'énergie. Et donc, se recharger chez soi, c'est vraiment la base quand on a une voiture électrique. Et donc, enfin, selon les enquêtes utilisateurs-consommateurs, on est toujours entre 80 à 90% de recharge D'accord, privée, très largement, majoritairement chez soi. Et donc, c'est sûr que le risque aujourd'hui, ça peut être d'une mobilité électrique à deux vitesses, où on a d'un côté ceux qui sont à maison individuelle, qui peuvent s'appuyer sur une simple prise renforcée, qu'ils peuvent installer eux-mêmes ou éventuellement une petite borne installée par un installateur qualifié. Et puis les copropriétés où le temps il est plus long, le temps de la décision peut être plus long, le temps des travaux peut être plus long. Et c'est pour ça que pour nous, il faut absolument que l'on arrive à développer dans l'ensemble de l'univers copropriété un réflexe recharge, un réflexe infrastructure collective qui devance les demandes. Les demandes, elles vont arriver. C'est qu'une question de temps. Ce sera peut-être pas un raz-de-marée, mais ça va arriver dans tous les cas parce que dans chaque copropriété, petit à petit, on va avoir une personne qui voudra avoir une voiture électrique. c'est ça, Donc c'est toutes les ça. copros qui euh, font déjà la décision d'une infrastructure collective lancent les travaux et notamment, comme l'a dit Olivier, pour bénéficier d'une prime à devenir. Aujourd'hui, nous, nos primes, notre programme, il se termine fin 2027. On espère qu'il sera prolongé, on fait tout pour, mais aujourd'hui, c'est fin Oui, 2027. Donc au-delà, bah, si on n'a pas été prolongé, bah, ce sera trop tard. Et donc, c'est d'anticiper au maximum. Et ce qui peut être compliqué, parce qu'on sait que c'est un métier dans lequel il y a énormément de choses à faire. Il y a aussi toute une phase rénovation qui est extrêmement longue et chronophage. Et donc, parfois, quand il n'y a pas la demande, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, on verra plus tard. Mais le problème, c'est que le plus tard, il arrive toujours quand on s'y attend pas. Et quand la demande est là, bah, vous avez des copropriétaires qui ont besoin d'avoir une réponse et qui, du coup, vont beaucoup solliciter et qui seront très mécontents si, pour une raison ou pour une autre, ça ne se fait pas à la prochaine Assemblée générale et qu'il faut encore attendre un an si ça reporte leur décision d'achat. Donc voilà, c'est vraiment ça pour oui, nous le bien sûr. message, c'est l'anticipation dans tous les cas. Un mot sur ce que j'appelle le rapport à la propriété ou à l'usage du véhicule. Quelle est la tendance aujourd'hui? On entend qu'il y a de nouveau des aides, d'ailleurs, je crois, très actuelles hein, de la part de l'État pour favoriser le leasing social. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On Ouais. achète, on loue, comment ça se passe avec son véhicule électrique? Alors, avant de parler du leasing social, c'est vrai que la voiture électrique fonctionne beaucoup plus avec des offres de location type LOA ou autre, de la location longue durée, beaucoup plus que sur le thermique. Mais il y a aussi une raison qui est liée aux personnes qui achètent des véhicules électriques et qui achètent des véhicules neufs. Le marché du neuf, c'est un marché qui est composé à moitié d'entreprises, à moitié par des particuliers, CSP+. Et C'est ça, oui. donc Oui. des ménages qui ont les moyens d'acheter un véhicule neuf, généralement qui ont fini de rembourser le prêt de la résidence principale et qui se tournent vers ce marché-là. Et ils ont déjà pris Et qui a un l'habitude. deuxième véhicule, qui a un deuxième ou troisième véhicule ou pas forcément désormais? Alors, c'est encore très souvent le deuxième véhicule. Donc, il y en a un C'est premier dans le ça, foyer qui est thermique. Néanmoins, qui c'est est le thermique. premier en termes d'usage. C'est celui qui est le plus utilisé. C'est Et on ça, voit quotidien. très régulièrement maintenant j'ai de la familiale thermique, j'achète une petite Ouais, électrique, j'en suis ouais, très satisfait. Quand je change ma familiale thermique, je prends une familiale électrique.
Et donc maintenant, on a Ouais, un voilà. parc de multipossesseurs de véhicules électriques au sein d'un foyer qui mutualise en plus les infrastructures. Donc, on n'a pas besoin de réinstaller une borne que vous ne rechargez pas tous les soirs. En copro, il y en a certainement moins parce qu'il faut quand même avoir plusieurs places. Mais oui, on a ce phénomène-là. Et donc, on a beaucoup de locations, de leasing, de location longue durée. Mais bon, enfin, c'est aussi plus lié aux acheteurs. Et le leasing social, c'est vraiment une politique qu'a mis en place le gouvernement depuis 2 ans. Donc, on a déjà eu 100 000 bénéficiaires en 2024 et en 2025. Le C'est gouvernement ça. vient d'annoncer que ça allait être relancé au mois de juin-juillet pour 50 000 bénéficiaires supplémentaires. Et là, on va peut-être à la fois adresser plutôt les locataires dans les copropriétés et également les bailleurs sociaux. Parce que l'idée de ce leasing social, c'est de s'adresser aux ménages les plus précaires et qui vont généralement, en tout cas, une partie d'entre eux sont dans le logement social. Et donc, nous, la prime à devenir, on l'a aussi ouverte pour cette raison, maintenant aux bailleurs sociaux, pour faire en sorte que tout le résidentiel collectif puisse bénéficier de notre aide. Mais on sait qu'il y a aussi des ménages à faible revenu dans le parc privé, hein, qu'on appelle le parc social de fait. Et ce sont donc, je reviens sur notre thème général du débat, les plus impactés évidemment par l'explosion du prix de l'essence. Et ce sont des personnes souvent qui ont besoin de se déplacer pour leur travail. Entièrement d'accord. Et c'est bien, enfin, ça nous a déjà été démontré assez récemment parce que, enfin, je pense qu'on a tous en tête 2022 et le déclenchement de la guerre en Ukraine. On a connu des phénomènes très similaires à ceux qu'on connaît aujourd'hui, avec plutôt un accent mis initialement sur une crise du gaz et pas du pétrole. Mais on a des phénomènes qui sont assez similaires aujourd'hui et amplifiés. Et je pense que la leçon à tirer, c'est vraiment celle de notre dépendance aux énergies fossiles. Juste pour vous donner quelques chiffres, pour se donner un peu un ordre de grandeur, la facture énergétique en France, c'est 50 à 70 milliards d'euros par an. On importe 60% de l'énergie finale que l'on consomme. Et au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, on est passé à 120 milliards. Pour l'année 2026, on verra à combien on sera, mais on peut imaginer être à un niveau assez similaire. Cette variabilité, cet impact-là, et les ménages, ils le perçoivent évidemment, et les ménages précaires et les classes moyennes qui ont besoin de leur véhicule, qui ne peuvent pas télétravailler, qui n'ont pas de solution de remplacement, d'alternatives d'accès au transport en commun, Bien eh sûr. bien, la voiture, elle devient aussi un synonyme d'angoisse, là où on l'associe plutôt à une idée de liberté. Donc, c'est aussi Bien ça sûr. que ça doit apporter la voiture électrique. C'est à la fois l'indépendance et une robustesse de l'économie pour la France, mais aussi pour les ménages eux-mêmes. Merci beaucoup Clément. Alors deuxième sujet, ça n'empêchera pas, notamment avec les questions du chat que je reçois, de revenir au premier. Je ne dis pas qu'il est clos. Anthony, une question, parce que tu n'y couperas pas. Est-ce que tu valides ce qu'a dit Olivier tout à l'heure en tant que patron du syndicat, c'est-à-dire que les offres, donc rapidement hein, sur ce sujet, mais que les offres sont lisibles, simples, et que les comparer entre opérateurs pour le syndic est un travail qui n'a pas de complexité particulière. Et ensuite, la deuxième question que je te pose, et on bascule sur le mode de chauffage des copropriétés, est-ce que ce qui se passe, alors certes, là je vous parle de Lyon, il fait 24 degrés aujourd'hui, mais nous allons inéluctablement vers des mois de fin d'année où il fera d'autres températures. Est-ce qu'il y a déjà une réflexion sur le basculement vers un autre mode de chauffage? Et il y a des incitations du gouvernement à le faire et des verbatims, comme on dit, au sommet de l'État. Voilà, donc première question, une petite question, comparabilité des offres pour les bornes. Et deuxième question, on passe au mode de chauffage. Anthony. Ça marche. La comparabilité des offres, effectivement, elle est bonne. C'est un sujet qui est mûr aujourd'hui, qui est maintenant expérimenté depuis quelques années par les gestionnaires. Ça n'empêche pas, parce qu'Olivier a très bien dépeint tout à l'heure le quotidien d'un gestionnaire avec de multiples sujets Oui, à traiter, ça n'empêche pas de les former au sujet. C'est important. Alors, les former, c'est pas de multiples manières. Effectivement, l'AVER est là pour accompagner les gestionnaires éventuellement. Ça ne les empêche pas aussi de rencontrer tous les opérateurs pour qu'ils puissent leur exposer leur offre et comprendre leur offre. J'insiste beaucoup, moi aussi, auprès des collaborateurs sur les visites techniques à faire sur place pour pas partir dans un mauvais oui, sens. oui. C'est extrêmement important aussi. Donc oui, aujourd'hui, elles sont lisibles, mais ça n'empêche pas de les former sur le sujet. Donc les offres qui sont, oui, oui, relativement lisibles et aujourd'hui comprises et relativement maîtrisées par les gestionnaires qui les pratiquent depuis quelques années.
D'accord, et j'ajoute, c'est le droit de l'animateur, une subséquente sur les délais Enedis. Je veux dire ça comme ça, c'est pas une stigmatisation d'Enedis, mais là, tu as un mot à dire. Il y a une grande variabilité, comme le disait Olivier, selon les territoires. C'est une vraie pénalisation pour les copropriétés. C'est un vrai préjudice, ce long délai, 9 mois maximum, c'est très long, quoi. Ouais, bien sûr. On a parlé de l'inertie en copropriété. Si on loupe le coche, c'est pour ça que je disais qu'on avait notre importance et notre devoir de conseil de proposer ces offres à l'ordre du jour. Si on loupe le coche de Oui, proposer, et là, on attend encore un an. Si en plus, il oui, faut attendre 9 mois avant que ça soit installé, le copropriétaire qui a acheté sa voiture électrique, il peut rester quasiment 2 ans sans avoir de borne chez lui. oui, c'est ça. C'est pas possible. Et là, le mécontentement, c'est le risque pour le syndic, il est là. Il n'est pas C'est le acceptable. temps et qu'on assimile le syndic à ce retard. D'accord. Alors, changement de mode de chauffage. Est-ce que déjà, et encore une fois, c'est peut-être c'est pas la période, on n'est pas au cœur de l'hiver, c'est très bien d'ailleurs, mais est-ce que ce qui se passe provoque déjà une réflexion sur les modes de chauffage collectifs des copropriétés? Et on a entendu les décisions relatives aux chaudières à gaz, hein, qui vont concerner les nouveaux immeubles, mais enfin, il y a une ambiance qui est au changement de mode énergétique en direction de l'électricité. Où en sont les esprits des copropriétaires là-dessus? Toujours pour toi, hein, cette question-là. Et puis après, Et ça, on ira vers. c'est pour ça, je ne savais pas si tu avais parlé. Les copropriétaires, ils sont à l'écoute, hein, des messages publics. Ils sont bien sûr à l'écoute. Par contre, bah, leur réceptivité, elle est aujourd'hui prudente, hein. C'est encore pas le raz-de-marée qu'on décrivait tout à l'heure. Bah, pour plusieurs raisons, il y a de l'inertie en copropriété, on ne va pas revenir là-dessus, on le comprend. Et puis, c'est conditionné aussi à des contraintes qui vont être bah, à la fois techniques et économiques. Il y a une pression réglementaire, certes, qui est progressive, hein. On a l'interdiction du fioul dans les copropriétés. On ne peut plus remplacer une chaudière au fioul par du fioul. Dans le neuf, je crois qu'on a quasiment 100% d'interdiction des chauffages 100% gaz. Mais par contre, pour les copropriétés anciennes, on peut toujours remplacer une chaudière gaz par une nouvelle chaudière gaz. Euh, donc, il y a toujours il y a des contraintes réglementaires, mais qui ne sont pas aujourd'hui coercitives. Donc une incitation forte, mais pas de contraintes qui sont vraiment brutales. D'accord, Si on d'accord, donc ils réfléchissent. Le sujet arrive surtout quand ils ont besoin de changer leur chaudière, de remplacer leur chaudière. Et aujourd'hui, quand même de plus en plus, et on voit les bienfaits et les apports qu'a pu apporter le PPPT en la matière, parce que si c'est un ressort, alors, on rappellera ce que c'est, si tu veux bien développer l'acronyme pour tout le monde. ouais, projet de plan pluriannuel de travaux, ouais, Très bien, diagnostic qui est effectué et qui peut recenser tous les travaux qui peuvent améliorer l'efficacité énergétique de la c'est copro. ça, c'est ça. Donc c'est souvent ces deux occasions-là, un changement de chaudière qui s'avère être nécessaire parce que la chaudière est ancienne, et ça on rencontre le cas dans beaucoup de copropriétés, et puis parfois des gens qui vont être incités à réfléchir encore plus à une autre solution via ce 3PT qui a été réalisé. Après les solutions, bah, elles sont aussi techniques. Le tout électrique en copropriété, c'est compliqué parce que si on est sur un chauffage collectif, alors ça pourrait être la solution de passer à l'individuel, à l'électrique individuel, mais c'est compliqué en copropriété de par des conditions de majorité qui sont élevées et difficiles à obtenir. Ouais, ouais. Après, il reste des systèmes hybrides, hein, des pompes à chaleur collectives, il y a le réseau de chaleur aussi qui est bien utilisé et attendu par les copropriétés, mais c'est possible partout. Panneaux solaires, ça a du sens dans les copropriétés? Alors, panneaux solaires, pas pour le chauffage collectif, c'est compliqué, en tout cas peut-être en complément, mais pas pour un système de chauffage complet, pas pour alimenter une copropriété. D'accord, Ça peut contribuer à l'eau chaude peut-être un peu, mais pas d'accord, chauffer une propriété entière. d'accord. Euh, voilà, avec des systèmes aussi de pompes à chaleur collectives qu'on retrouve, c'est encore le début en copropriété pour moi. Euh, mais Baptiste pourra nous en dire certainement plus sur le Mais ça sujet. va être à lui, tu fais la liaison pour moi. Merci, merci Anthony. Baptiste, Et- merci de ta patience, mais voilà, ton tour est venu. Euh, j'ai vu un message de Dimitri Moll, le président fondateur de Cnova, il y a quelques jours, au nom de ton entreprise, qui
attirer l'attention justement des circonstances, hein, et l'augmentation du prix des énergies fossiles pour inciter, notamment avec le plan pluriannuel de travaux, à réfléchir, voire à basculer sur de l'électrique. Alors, un petit mot sur Cénova, si tu le veux bien. D'abord, quelle est l'activité de cette grande maison qui a été pionnière, elle aussi, dans ces métiers. Et deuxièmement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce que vous incitez, on comprendra quand tu auras dit qu'est Cénova, est-ce que vous incitez les copropriétés et leurs gestionnaires à changer d'époque? Merci Henri. Pour faire un petit mot sur Cénova, donc Cénova, on est AMO, maître d'œuvre et bureau d'études, spécialisé depuis maintenant 16 ans dans l'accompagnement des copropriétés dans leurs projets de rénovation, que ce soit une rénovation de chaufferie ou une rénovation d'ampleur. En 2025, on a accompagné 6000 logements en France et on s'aperçoit depuis qu'on accompagne les copropriétés qu'il y a des conjonctures qui changent et les conjonctures sont souvent dynamisées par la stratégie nationale. Donc aujourd'hui, depuis 2 ans, on voit que la France prend un choix assumé du tout électrique. À la fois, les aides sont conditionnées, donc MaPrimeRénov' sont conditionnées au chauffage électrique et plus au chauffage gaz. Donc on peut plus mobiliser ces gains d'énergie quand on vient solliciter cette aide. Les emprunts à taux zéro pour financer les projets de rénovation d'ampleur, pareil, sont exclus maintenant des chaufferies gaz à plus de 30% du mix de la production de chauffage. Et les réglementations qui poussent aussi dans ce sens. On a vu l'interdiction du fioul. Et donc petit à petit, on voit qu'il y a une tendance à s'orienter et à aller vers le tout électrique. Elle est irréversible, cette tendance. Je te dis ça parce que on va changer de président de la République prochainement. Est-ce que il peut y avoir un retour en arrière, une inversion du discours et de la volonté politique, ou est-ce que c'est inéluctable selon toi? Alors, il y a quand même un engagement de la parole publique à l'échelle internationale. Oui, c'est ça. Venir en arrière, ben, ça fait passer aussi des mauvais messages qui peuvent avoir des conjonctures un peu plus fortes sur la capacité d'emprunt de la France et de tenir ses engagements à l'échelle internationale. Donc, le poids du discours a quand même un enjeu. Aujourd'hui, si on prend un peu de recul, il y a la stratégie nationale bas carbone, la stratégie SNBC, avec des objectifs qui sont très clairs. Et aujourd'hui, ben, je pense que même si on changeait de gouvernement, il y aurait peut-être des changements au niveau des dispositifs de subvention, mais la direction, elle est assez claire. On voit aujourd'hui que à la fois on a besoin de réduire les consommations d'énergie, à la fois on a besoin de produire plus propre en termes d'émissions carbone, puisque c'est des engagements internationaux, et à la fois il y a une question de souveraineté de la production de l'énergie, où aujourd'hui le gaz ou le pétrole, ben, on l'importe. Et donc ces deux facteurs fait que la voie de l'électrification en copropriété semble le bon chemin et on a du mal à croire que même si on change de gouvernement, il y ait un changement de braquet assez fort. C'est D'accord. possible, mais La question que je te pose, si tu veux, son importance, sur la mesure tous ici, la copropriété, elle vit sur le temps long. ouais. Et c'est vrai que le syndic ne peut pas être agité. Il doit donner des conseils qui sont relatifs aux années qui viennent et non pas aux semaines qui viennent. Voilà, c'est pour ça que Mm. c'est important, même si je te demandais un exercice difficile, parce que l'anticipation politique n'est pas aisée. Mais enfin, tu as bien voulu le faire. D'accord. Donc voilà, je te laisse, je t'ai interrompu là-dessus, mais donc sur votre conseil aujourd'hui et ce que vous faites au sein des copropriétés, auprès des syndics, comment agissez-vous aujourd'hui? Quel est votre regard? Alors aujourd'hui, déjà, quand on parle de rénovation de chaufferie, c'est se dire quelle est la production. Il y a le chauffage, mais il y a aussi l'eau chaude sanitaire, qui est un gros poste de consommation. Et donc la pompe à chaleur, qui a des meilleures performances en été qu'en plein hiver, peut également être un bon relais pour l'eau chaude sanitaire. On pense production de chaleur qui sert au chauffage et à l'eau chaude sanitaire.
Aujourd'hui, les deux critères, donc le fait qu'il y ait des aides, qu'il y ait l'incitation des financements après à taux zéro, il y a les certificats d'économie d'énergie qui ont été Remobilisable. abondés au 1er janvier 2026 pour favoriser ce passage en pompe à chaleur pour les copropriétés, nous montrent que la conjoncture va là-dessus. Et en fait, pour une copropriété, ce qu'on s'aperçoit en les accompagnant depuis 2 ans, c'est que toute rénovation de chaufferie, la question qui se pose, c'est est-ce que si on reste sur le combustible existant, on fait un bon ou un mauvais choix? C'est ça. Est-ce que c'est le plus pertinent à date? Et comment est-ce qu'on peut avoir le plus de résilience sur le long terme? Donc cette question, elle est tout le temps. C'est-à-dire qu'avant, quand on rénovait une chaufferie gaz, la question ne se posait pas, on restait sur du gaz. Aujourd'hui, et même avant, quand on avait une chaufferie fuel et qu'on réfléchissait à changer d'énergie, naturellement, on allait sur le gaz parce que c'était une énergie moins chère, des équipements moins chers. Aujourd'hui, on raisonne plus de la même manière. Enfin, les clients raisonnent plus de la même manière. Ils se posent la question, est-ce que c'est le meilleur choix pour moi? Et peut-être que ça l'est, mais en tout cas, je dois arriver à le démontrer, enfin, le conseil syndical doit arriver à le démontrer à l'ensemble de l'Assemblée générale, de dire on reste sur telle énergie. Pourquoi? Parce qu'on a étudié toutes les sources d'énergie, on a vu que celle-là était plus économique, ou celle-là est plus complexe à mettre en œuvre, ou celle-là est infaisable techniquement, mais il y a une réflexion de se dire qu'est-ce qui est possible de qu'est-ce qui ne l'est pas et de devoir l'assumer en disant on se réengage sur 20 ans parce qu'une rénovation de chaufferie, c'est tous les 20 ans où on se repose la question. Donc quand les copropriétés viennent à réinvestir, naturellement, on se pose la question est-ce qu'on fait le bon choix ou pas pour pas passer à côté d'une opportunité. Le choix de l'électricité, enfin des pompes à chaleur en copropriété, il n'y en a pas pléthore hein, sur le marché. Les cabinets, les bureaux d'études ou les maîtres d'œuvre spécialisés en chauffage vont dire que ça se compte presque sur les doigts d'une main, les copropriétés abouties avec une solution en fonctionnement. Pourtant, cette technologie, elle existe depuis très longtemps. Tous les hôpitaux ont une pompe à chaleur sur ces toits pour produire en partie ou tout, en complément la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Donc c'est une technologie maîtrisée qui n'a juste pas été impulsée en copropriété depuis des années parce que il y avait un coût, il y a des contraintes techniques, c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Et donc cette complexité fait qu'on doit être bien accompagné, on ne doit pas faire d'erreurs, on doit venir créer des fois des raccordements Enedis pour renforcer la puissance électrique de la copropriété, ou en tout cas du câble d'alimentation qui vient en chaufferie. On doit s'assurer de la faisabilité de mettre une pompe à chaleur donc, sur le toit ou au sol, donc il faut avoir la place. On a toujours les questions, est-ce que ça fait du bruit? Est-ce qu'il y a des problèmes de pérennité de la structure? Oui, Et oui. donc, toutes ces questions fait que bah, ça complexifie cette technologie à mettre en place plutôt qu'une chaufferie qui est au sous-sol, que personne voit, personne n'entend, si c'est bien quand même insonorisé, mais qui fait que c'est plus facile, il y a moins de freins ou de complexité. Donc aujourd'hui, c'est étonnant entre l'année dernière et cette année, on a vraiment un changement. Chaque copropriété qui est en chauffage collectif, s'ils ont besoin de de rénover leur chaufferie pour permettre d'atteindre les aides et le financement pour faire un projet de rénovation d'ampleur, la question, elle est presque tranchée d'avance. C'est simplement de venir expliquer, vérifier les contraintes techniques, rassurer pour que le choix se fasse naturellement. Donc on sent que c'est cette dynamique. Euh, deux questions appelées par ton propos. La première, alors je pose une question vraiment de profane, professionnel mais profane, comme il peut y en avoir beaucoup parmi ceux qui nous écoutent. Est-ce que tous les immeubles, ou l'écrasante majorité des immeubles, est techniquement éligible à l'électricité? Alors tu parlais de la technique, enfin du dispositif de pompe à chaleur, bien sûr, je pense à celui-là, mais est-ce que la base équipable est large, ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'exclusion parce que techniquement ça va être trop compliqué, beaucoup trop coûteux, etc. Et deuxième question,
elle n'est pas sans lien. Est-ce que tu considères aujourd'hui, vous connaissez très bien la communauté des syndics, des gestionnaires, qu'ils ont un degré de connaissance, de culture, de sensibilité suffisant, ou est-ce qu'il y a de la formation à faire? Est-ce que vous vous y collez d'ailleurs? On a parlé tout à l'heure des bornes électriques, on a entendu le patron de l'AVER nous dire ce qu'il faisait. Voilà, où on en est chez ceux qui quand même impriment le mouvement, hein, très souvent, c'est les syndics. Alors, pour répondre à la première, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui ne l'est pas, ou est-ce qu'il y a des exclusions? Oui, oui, On peut se dire que toutes les copropriétés des 30 Glorieuses, donc 1945-50 à 1990-95, et souvent même au-delà, c'est envisageable. C'est des toitures terrasses ou des d'accord. toitures à faible pente. Ils sont souvent sur un parc ou alors avec de l'espace extérieur. Et ils ont donc ça, c'est les premières contraintes fortes qui permettent de dire oui ou non, on va sur une rénovation. On peut mettre en place une pompe à chaleur. Si je prends un bâtiment haussmannien au centre de Paris, c'est une copropriété, mais on va pas mettre une pompe à chaleur sur une toiture en zinc. C'est Et ça. en sous-sol, on pourrait, mais il faudrait mettre un système de gaine pour aller en façade et avoir un renouvellement d'air tellement fort que les passants qui passent devant le bâtiment, ça peut être compliqué. Donc, c'est principalement ça les contraintes, c'est est-ce qu'il y a une possibilité en toiture et ou autour de la copropriété. En sachant D'accord. qu'il y a quand même une contrainte assez forte, c'est les services urbanisme avec les zones en architecte des bâtiments de France qui sont régulièrement des freins, même s'il y a la possibilité technique, il y a une possibilité réglementaire qui peut être contraignante D'accord. et que visuellement, il va falloir mettre une somme assez importante dans de l'habillage pour éviter que ça nuise à la qualité architecturale D'accord. de la zone Point important. Dans beaucoup de villes, point très important. et qui peut du coup être un frein au financement, puisque si on crée un surcoût trop important, ça peut être difficile. Mais l'intérêt, l'importance, c'est de venir l'étudier dans le cadre d'une rénovation de chaufferie, avec une étude d'opportunité plutôt simplifiée, avec des voyants go-no-go, avant d'aller sur quelque chose de beaucoup plus détaillé, comme une étude de faisabilité avec consultation d'entreprise. On peut faire des pré-études, et donc dans les plans pluriannuels de travaux, quand il y a une rénovation de chaufferie, c'est intéressant de venir demander au diagnostiqueur s'il y a une incompatibilité ou une faisabilité, en tout cas, qui est possible d'aller étudier ce type de système. Ça permet déjà de se donner une vision, un ordre de grandeur. Dans les PPT, justement, le réflexe des syndics, de leurs mandants, les copropriétés, ça va être de se poser cette question, de faire cette analyse-là, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de PPT qui n'entrent pas dans ce champ? Aujourd'hui, le plan pluriannuel de travaux n'a pas pour objectif si vous êtes sur une chaufferie gaz, elle n'a pas pour objectif de définir tous les systèmes qui pourraient être Tout à mis fait. en place. Par contre, il y a un professionnel, il y a un sachant techniquement, on peut lui en faire la demande au moment de la contractualisation du plan pluriannuel de travaux. On a cette C'est chaufferie, ça. ça va rentrer dans votre plan. Est-ce que vous pourriez étudier les différentes autres possibilités pour qu'on puisse ensuite s'engager vers une voie plus déjà mature pour la copropriété. Il y a aussi la biomasse, mais la chaufferie biomasse, est-ce qu'il y a la place? C'est très contraignant également. Il y a le raccordement au réseau de chaleur urbain. Il y a plein d'autres types d'énergie. Mais l'important, c'est d'avoir un peu un fil conducteur au tout début, avant de commencer à s'engager sur une réflexion. Et donc, le plan pluriannuel de travaux, c'est vraiment le point de départ de la réflexion. C'est de faire un état des lieux de qu'est-ce qu'on a en face, planifier les travaux dans le temps. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. OK. Et ben, vers où on peut s'orienter. L'explosion, hein, c'est le mot n'est pas inadapté, hein, du prix des énergies fossiles. Je reviens au message que j'ai pu lire, hein, de la part de Dimitri Moll, ça va catalyser les choses. Vous misez sur sur ce qui se passe, qui est pas positif, hein, mais qui peut conduire finalement à la bonne nouvelle qu'on va se poser la question, alors qu'on se la posait peut-être pas, éventuellement l'inscrire dans le travail de la copropriété, cette réflexion, et basculer. Vous êtes positive. Tout à l'heure, on parlait de l'effet sur les bornes. Il est modéré, hein, même s'il y a un mouvement. Qu'est-ce qu'il en est des copros? Vous trouvez qu'il va se passer quelque chose là dans les mois qui viennent?
Aujourd'hui, l'observation qu'on a, c'est que c'est pas le prix de l'énergie qui est le catalyseur du changement d'énergie, c'est l'impulsion des aides et D'accord, le financement conditionné. Par contre, d'accord. quand on vient comparer les différentes solutions d'énergie les unes en face des autres par rapport au coût financier d'investissement qui est plus important sur les pompes à chaleur que par exemple sur une chaudière gaz, là on voit que le fait que l'énergie du gaz augmente fait que l'énergie comparative aux pompes à chaleur devient beaucoup plus intéressante. Ça l'était déjà avant les augmentations avec la guerre en Iran. La pompe à chaleur était plus intéressante que le gaz sur le long terme dans le cadre d'un projet de rénovation global. Et aujourd'hui, bah, ça va devenir presque la norme de se dire oui, en fait, c'est une évidence, on y va, on a un temps de retour qui peut être de moins de 10 ans, on ne va pas se poser la question et go. Oui, important ce temps de retour, hein, parce qu'on sait que quand il est trop long, il n'y a plus de décision, enfin en tout cas, elle n'est pas fondée sur là-dessus. Aujourd'hui, rationnellement, on a un temps de retour qui peut provoquer effectivement le changement. Oui, bah quand ils comparent les uns en face des autres, il y a le prix de l'énergie, donc la consommation. On va avoir également le prix de l'entretien, qui peut aussi avoir une évolution. Euh, et, euh, et ensuite, on va regarder quel est le meilleur mix. En fait, la pompe à chaleur seule, c'est bien, mais le couplet avec du gaz, qui est réglementairement encadré et acceptable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de 30% de la proportion de consommation qui est faite avec le gaz, permet qu'en cas de conjoncture, on puisse basculer d'une énergie à l'autre, Ouais, presque. très intéressant. Donc on va J'exagère faire un un peu, choix hybride. mais on peut être sur une dynamique plus pérenne dans le temps. Le fuel, c'est interdit, de toute façon, on n'en parle même plus. Donc, on pourrait avoir soit du bois, soit la solution pompe à chaleur. Nous, on croit au mix gaz et Énergétique. pompe à chaleur. Donc, la copropriété qui a déjà son installation au gaz, c'est super. Elle va maintenir son installation, on ne va pas la supprimer. On va s'en servir pour être dans la meilleure performance du système global. Et on va venir 80% de l'année utiliser la pompe à chaleur et que quand il va faire extrêmement froid, on va utiliser le gaz qui va avoir le meilleur compromis prix-performance. C'est intéressant. Est-ce que c'est pas, et après je reviendrai vers Anthony, qui est l'homme de l'art, le syndic, mais est-ce que c'est pas une martingale en plus? Parce que le syndic, souvent, sa difficulté, c'est d'obtenir un vote qui est ou blanc ou noir, si je puis dire, hein. On va décider ceci ou cela. Là, le mix énergétique, ça a quelque chose de confortable intellectuellement pour un copropriétaire. Ceux qui sont acquis à une énergie, bon, ne sont pas battus, si je puis dire, et les progressistes ne le sont pas non plus. Est-ce que c'est pas aussi une façon de faire plus aisément évoluer les copropriétés, le mix? C'est Le en même intéressant. temps d'Emmanuel Macron, voilà, si je me permets cette En même temps. comparaison, le en même temps de Macron au début de C'est son premier quinquennat. c'est intéressant cette approche. Je pourrais pas, là, comme ça, je pourrais pas dire si ça crée une adhésion de tous, mais en tout cas, ce qui crée l'adhésion, c'est quand on met tous les chiffres les uns à côté des autres et que Oui, c'est ça. la solution la plus économique pour la copropriété émerge d'elle-même. Merci beaucoup. Anthony, je reviens vers toi. Je te pose la même question. Est-ce que proposer à une copropriété, alors avec ces chiffres qui démontrent ce qui vient d'être dit, qui n'est pas contestable, les aides qui incitent à faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles seront plus tard, les discours publics, on a fait un peu de politique fiction, mais si on dit à une copropriété que le mix énergétique sauvegarde finalement toutes les situations, qu'est-ce qu'il en est de ça aujourd'hui, cet argument, jusqu'à quel point il porte en copropriété le mix plutôt que le basculement blanc ou noir? J'ai pas le sentiment, Henri, que ça soit proposé massivement encore, que ça soit beaucoup proposé. Vraiment pas ce sentiment-là. Par contre, je pense et je te rejoins en disant que ça pourrait être rassurant pour les copropriétaires de pouvoir basculer. Juste le fait que tout à l'heure Baptiste dise, en fonction de la variation des tarifs, qu'on C'est puisse ça. basculer de l'autre, déjà, ça, c'est un argument qui peut rassurer. Euh, Quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire peu importe la solution choisie, l'important sera l'accompagnement et la pédagogie envers les copropriétaires.
déjà pas attendre l'Assemblée générale pour présenter ces solutions et bien les expliquer en amont. Il faut que le propriétaire comprenne et les rassurer. On est effectivement sur des nouvelles technologies. Alors, on a tout un tas de copropriétaires qui seront rassurés par le gaz parce que ça a toujours été de gaz et Oui, oui. 60% des copropriétés aujourd'hui sont chauffées au gaz. Je pense qu'il faut expliquer, faire de la pédagogie, faire intervenir des spécialistes parce que le syndic, même si il peut connaître beaucoup de choses et en tout cas c'est un généraliste, il ne sera pas un spécialiste en la C'est un matière. Donc, il faut ensemblier, accompagner. tout à fait. Il va aller chercher les bonnes compétences. Et notamment, bonne question d'ailleurs, je voulais te la poser. Est-ce que le recours à un assistant en maîtrise d'ouvrage, c'est le métier de Cnova depuis fort longtemps désormais, recourir à un AMO, est-ce que c'est le réflexe du syndic aujourd'hui et de la copropriété ou est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui s'en passent? Ouais. En tout cas, chez Citia, c'est le réflexe à avoir et c'est le conseil Oui, qu'on va apporter. C'est c'est ça. indispensable. Ouais. Non, mais Indispensable. c'est intéressant parce que même un groupe voilà, qui réunit beaucoup de compétences va vouloir se faire épauler, éclairer par un AMO. Indispensable. D'accord. Et en tout cas, aujourd'hui, on terminera là-dessus, mais vous sentez dans les copropriétés, les gestionnaires sentent, je reviens au propos de Baptiste, une plus grande perméabilité à cette réflexion, quoi. On est ouvert, alors sous plein d'effets, et peut-être aussi l'alourdissement de la facture, hein, ou la facture prévisionnelle, mais on est ouvert à une réflexion là où on n'était pas forcément disposé à la faire, hein. Oui, bien sûr, ils sont ouverts, ils ont beaucoup de questions de par les messages publics, on entend beaucoup de parler à la télé, à la radio, beaucoup de questions sur ta question tout à l'heure sur les panneaux solaires, elle revient souvent. Est-ce qu'on peut se chauffer en installant des panneaux solaires sur le toit? Voilà, il faut expliquer, il faut accompagner. Parfois, on nous demande d'inscrire ça à l'ordre du jour 2 mois avant. Voilà, là aussi, il faut expliquer que c'est un projet qui ne se fait pas à la légère et qui se réfléchit en se faisant Mais il y a moins de accompagner. tabous, parce que tu disais, ou c'est peut-être Baptiste, mais il y a le confort de l'habitude, hein, le gaz, on s'est chauffé au gaz, voilà, ses parents le faisaient avant, enfin une espèce d'autoroute. Ça change un peu, quoi, ça. Aujourd'hui, il y a moins de tabous, et on est prêt, même en lui donnant pas assez de délai, mais à provoquer la réflexion grâce au syndic sur telle ou telle innovation. En tout cas, il y a beaucoup de questions. Oui, Là, ce qui passe le cap, je ne sais pas. Effectivement, l'hybride peut encore une fois peut-être être oui, être une solution, mais il y a beaucoup de questions, effectivement. Après, c'est toujours ce frein en disant, on ne sait pas de quoi demain est fait. Aujourd'hui, l'énergie et le gaz augmentent, l'électricité, etc. Demain, on ne sait pas. ouais. On avait L'instabilité du monde. Ouais, des gaz qui ont augmenté avec des copropriétaires qui nous avaient remercié d'avoir renégocié leur contrat à un moment donné et d'autres, malheureusement, on ne pouvait pas lire l'avenir, comme on le disait tout à l'heure, et qui ont dit, si on était resté sur un contrat, on aurait pu changer à ce moment-là. Là, c'est très difficile ouais, de lire ouais. l'avenir et c'est également la réflexion que peuvent avoir nos copropriétaires. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et donc, ils ont peur aussi de prendre des décisions qui soient définitives, finalement, enfin Ouais, ouais. définitives, en tout cas qui durent longtemps. Ouais. C'est, Alors, c'est- mais le mix peut être ce que j'appelle une martingale. C'est effectivement bon, ben, le meilleur des deux mondes, et on ne sait pas comment le monde sera, mais peut être utilisé selon les circonstances, en fait. c'est possible, ouais. Merci beaucoup. Écoutez, je voudrais vous remercier tous les quatre. Alors, Anthony, qui est encore face à moi, qui est le directeur adjoint de la copropriété du groupe Citia, l'un des leaders de gestion de copro. Je voudrais remercier, alors là j'en reviens à l'ordre alphabétique, Baptiste Fajot qui s'est exprimé juste avant lui, directeur technique de Cnova, et puis de deux spécialistes du premier grand sujet qu'on a traité, c'est le déploiement des bornes électriques, des mobilités douces dans les immeubles en copropriété, Olivier Amar, le patron de The Plug, et aussi le président de l'AFOR, le syndicat des opérateurs, et Clément Molison. Merci, le patron de la Verre, d'avoir été avec nous. À toi aussi. Et tous les quatre, encore une fois, l'urgence a fait qu'on vous a mobilisé tard, mais vous étiez au rendez-vous de l'histoire. Voilà, un grand merci. Les messages satisfaction du chat sont nombreux. Je vous le dis aussi. Voilà, donc un message de gratitude. Et Benjamin va clôturer comme il se doit. Benjamin, s'est endormi? Non. Non, il s'est pas endormi, il avait retiré son.
Il avait retiré le son pour pas gêner Bon, quand les collaborateurs lui disaient ça au va. revoir. Merci à tous, merci à nos intervenants. C'était encore une fois extrêmement intéressant. On voit que concernant les bornes, ça évolue et ça évolue dans le bon sens. Concernant le chauffage des copropriétés, bien écoutez, moi je suis aussi un petit peu plus sceptique sur le mix, mais je pense que les professionnels sauront nous épauler sur ce sujet. D'une manière générale, ce que je retiens, c'est l'accompagnement des professionnels auprès des copropriétaires pour atteindre les objectifs, que ce soit des objectifs du gouvernement ou que ce soit tout simplement des objectifs au sein de la copropriété pour les faire évoluer dans le bon sens. Et sans nous, sans les professionnels, je pense qu'on n'a pas l'ingrédient indispensable pour persuader, pour accompagner les copropriétaires. Et c'est ce que je retiens de cette conférence et je vous remercie tous pour cela. On a un sujet, c'est que la prochaine conférence doit avoir lieu le 19 mai, mais on va avoir certainement une conférence qui va s'insérer entre les deux parce qu'on a eu le joie et le bonheur d'avoir une loi qui va être bientôt promulguée concernant la simplification de la vie économique. Alors en France, c'est fabuleux, on essaye de tout simplifier, mais finalement, on n'y arrive pas toujours. Et là, en l'occurrence, c'est le bouleversement de la gestion des locaux commerciaux qui est en jeu. On évoquera la mensualisation des loyers, on évoquera l'interdiction de prendre des garanties pour la location des locaux commerciaux. Et à mon sens, ça va nécessiter une intervention du cercle très, très prochainement. Alors, le cercle avait déjà débattu d'ailleurs, alors que la loi était en préparation, elle a été pendant 2 ans, de ce sujet. On avait alerté sur un certain nombre de questions. Là, c'est sur un texte définitif qu'on pourra débattre et sur les conséquences, en effet, de ce texte, puisque désormais, sauf censure du Conseil constitutionnel, il va nous accompagner pendant les temps qui viennent. Voilà. Merci à tous et comme d'habitude, l'apéritif chacun chez soi, c'est la limite du digital. Bye bye, merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Merci à tous. bonne soirée à tous.